Quel est le régime politique actuel en place au Japon? On entend souvent parler de l'empereur, que c'est un empire, un ancien empire, une monarchie. Qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien la réponse est simple. Il y a un empereur, mais ce n'est plus un empire. Voilà, ce n'est plus un empire depuis 1947, lors de l'occupation des États-Unis entre 45 et 52. Ça a été changé. Voilà, après la défaite de la Seconde Guerre mondiale en gros. C'est donc aujourd'hui une monarchie constitutionnelle. Voilà, l'empereur cohabite entre guillemets avec un gouvernement, premier ministre là actuellement et autres hommes politiques. On va aujourd'hui essayer de voir assez rapidement et de façon très concise pour que ce soit vraiment vulgarisé en gros, hein, d'où vient la lignée impériale, voilà, est-ce qu'elle plaît encore aujourd'hui, son rôle, et aujourd'hui alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, quel est vraiment le rôle qu'elle a du coup aujourd'hui. Commençons par dire qu'aujourd'hui, il y a toujours un empereur, donc Naruhito, sa photo s'affiche. Il est présenté comme l'héritier d'une lignée non interrompue, c'est-à-dire que jamais le pouvoir ne s'est perdu dans sa famille, donc de père en fils, de père en fils, de père en fils, hein, jamais il y a une génération qui a bugué en gros, voilà. Mais cette info, il faut la prendre un petit peu avec des pincettes, parce que la légende dit que la lignée a commencé en 660 avant Jésus-Christ, voilà. Mais la légende dit ça. La légende, hein, voilà, c'est que c'est pas forcément ultra bien sourcé, c'est pas 100% fiable, c'est un peu une croyance, quoi. Voilà, il y a des preuves en gros qui remontent à l'an 400, mais d'aller si loin, moins 660, il n'y a pas de vraies preuves. Voilà, c'est un peu des on-dit, on va dire. Et donc, d'après la légende, en 660 avant Jésus-Christ, donc, la lignée impériale commence avec l'empereur Jinmu, qui lui descend directement de la déesse Amaterasu, donc déesse du soleil, et elle-même descend des deux dieux créateurs du monde terrestre. Donc du monde terrestre, c'est-à-dire du monde japonais, de l'archipel du Japon, de la Terre, quoi. Et pour l'info, Amaterasu, c'est une déesse de la religion Shinto, donc le shintoïsme qui est la première religion au Japon. Donc là déjà, avec cette information-là, on a quelques éléments importants. Déjà, ça veut dire que là, avec ce que je viens de dire, l'empereur actuel descend directement des dieux. Genre, c'est pas un demi-dieu ou son pouvoir vient de Dieu ou je sais pas quoi. C'est de base un dieu. Genre, les deux dieux créateurs de la Terre, on a dit. Ensuite, Amaterasu. Info supplémentaire, 5 générations après, il y a l'empereur Jinmu. Donc, il y a 5 générations d'écart entre la déesse et le premier empereur, en gros. Et comme c'est une lignée ininterrompue, le sang divin s'est transmis de père en fils, de père en fils, de père en fils. Bon, il y a quand même eu 8 impératrices durant le règne de cette lignée-là. Il y a eu 126 empereurs et impératrices, dont du coup 8 impératrices, et on le verra plus tard, mais les femmes aujourd'hui n'ont plus la même place qu'avant. Donc un statut divin, et aussi une seule lignée qui, par rapport à par exemple la France, nous, la France, c'est pas ouf. Il y a eu les Carolingiens, les Mérovingiens, les Capétiens, ça s'est perdu. Il y a eu des changements. Donc en fait, les Japonais sont très fiers que leur lignée impériale ne se soit jamais perdue. Logiquement, comme j'ai dit, hein, c'est légendaire un petit peu, mais en tout cas, voilà, par rapport à la France, c'est quand même sourcé que ça s'est pas perdu pendant vraiment très 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 longtemps. Donc il y a carrément une sorte de fierté nationale qui, par rapport à l'Europe, voilà, il y a la lignée qui s'est jamais perdue. Donc les Japonais sont plutôt fiers de ça, se comparer en gros à l'Europe, en disant que nous au moins notre lignée ne s'est jamais perdue. Il y a eu un seul régime politique entre guillemets, voilà, alors que nous on est passé par je sais pas combien de régimes. Donc voilà, c'est pas près de disparaître. Les Japonais sont plutôt pour le fait que l'empereur reste en place. L'empereur a toujours eu un rôle de chef religieux, chef de la religion du coup du shintoïsme.
il a le rôle de prêtre suprême du Shinto. Donc là, on voit qu'il a un rôle divin. Il est descendant de Dieu, il est en gros le pape, entre guillemets, du Shinto. Donc on voit que ce chef d'État-là n'a vraiment aucun rapport avec, par exemple, un régime présidentiel, un président. Là, le gars, c'est un dieu. Il est adoré des gens. Donc ça peut poser certaines questions qu'on verra plus tard. C'est que comment on peut débattre, par exemple, avec quelqu'un, ou ne pas être d'accord, voilà, avec Dieu. C'est pas un messager de Dieu. C'est un mec qui est divin. Donc, comment ne pas être d'accord avec lui? Si on croit au Shinto, si on est Shinto, voilà, qu'on prie, tout ça, en fait, il fait partie des figures divines de cette religion-là. Donc, une décision que lui va prendre, tu vois, je sais pas si vous voyez un petit peu là où je veux en venir. C'est comme si un chrétien euh, très croyant voyait que dans son pays, le président, voilà, c'était Jésus. Bon bah comment être contre Jésus quand t'es chrétien, tu vois? Donc il y a une sorte de problème, c'est que les gens ne peuvent pas forcément être contre l'empereur s'ils sont très croyants. Voilà, bah, c'est comme ça que moi je le vois. Je vous pose la question justement, c'est un questionnement qui peut être intéressant à avoir pour que bah, l'impartialité, la gestion du pouvoir, il y a vraiment un sorte de problème quoi. Et vous allez voir que justement, ce problème-là se voit encore aujourd'hui en fait. Et le fait que l'empereur, entre guillemets, soit vraiment une figure divine, entre guillemets, tout puissant, voilà, eh ben, ça va vraiment faire que bah, la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique arrive. En fait, il va être instrumentalisé cet empereur. Déjà, en 1868, il y a un truc qui se passe. Nous, par exemple, en France, il y a un moment dans l'histoire, qui est pas très éloigné non plus en plus, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, on sépare la religion du pouvoir. Eh bien, au Japon, c'est vraiment différent. En 1868, donc voilà, il y a le bouddhisme, le shinto, tout ça. Eh bien, on fait en sorte que le shinto devienne une religion à part, une religion d'État, ok? Plus une religion, voilà, plus, enfin, il n'y a plus plein de cultes, il y a un culte d'État. Et comme par hasard, l'empereur, bah, il est chef du Shinto. Donc, il est chef de la religion d'État. Donc là, on voit que son statut augmente un petit peu. Mais justement, ça c'est très très intéressant, puisque le fait que l'empereur, à cette période-là de l'histoire, gagne de plus en plus de pouvoir, entre guillemets, multiplie les casquettes, ça fait que, bah en fait, il y a un seul homme qui contrôle absolument tout. Tout, c'est Dieu qui contrôle tout. Donc forcément, on peut s'imaginer que des dérives peuvent arriver. À cette même période, donc après l'arrivée, donc, comme je l'ai dit, de la religion d'État, donc on appelle ça le Koka Shinto, il y a le fait que toutes les terres du Japon, donc de l'âge féodal, donc de l'ère Edo, passent à l'empereur. Donc toutes les terres deviennent, entre guillemets, une possession impériale. Donc il contrôle les terres. Ensuite, il devient, dans cette même année, hein, dans cette même bascule, le chef de l'armée et de la marine. Donc là, il devient aussi chef militaire. Tout ça fait que cette période de l'histoire au Japon est caractérisée par une adoration de l'empereur, donc une adoration. Hein. Vous imaginez, votre chef d'État, faut prier quoi. Faut prier pour lui. Voilà, c'est pas du tout comme nous, notre vision de débattre, de remettre en question les décisions des puissants, de la politique, de discuter. Là, en fait, c'est Dieu qui contrôle le pays. Donc, voilà, il a raison. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Et du coup, cette période aussi est caractérisée par le fait que la race japonaise, donc je dis race parce que c'est les termes de l'époque, hein, euh, sont mises, sont mises au-dessus des autres. Voilà, un petit peu, voilà, ça rappelle le nazisme. Le fait que la race aryenne soit au-dessus des autres, et bien là, la race japonaise est au-dessus des autres. C'est pour ça que pendant la guerre du Pacifique, enfin juste un petit peu avant du coup, le Japon commence à s'étendre énormément, sans scrupule. Les Philippins sont des sous-hommes, voilà, parce que les Japonais sont au-dessus. Et le problème dans tout ça,
c'est que les Japonais sont convaincus de ça. Comme il y a leur chef d'État, donc un dieu littéralement, hein, voilà, qui leur dit qu'ils sont au-dessus des autres, que les autres Asiatiques sont vraiment des sous-hommes, des sous-races, entre guillemets, eh bien les Japonais vont vraiment y croire. Le pouvoir de l'empereur et la parole de l'empereur est vraiment instrumentalisé euh, pour que le peuple soit vraiment crédule et accepte tout. En 1889, donc juste après 1868, toutes ces périodes-là, déjà ce qu'il fait, c'est qu'il interdit les femmes à être empereur, impératrice. Il n'y a plus que des hommes. Bon, déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais là, maintenant, c'est définitivement mort. Il crée un sanctuaire dédié, du coup, à l'adoration du premier empereur, que je vous ai dit il y a peu de temps, donc Jinmu. Donc là, il y a vraiment des gens qui vont se retrouver dans des lieux de culte, prier, voilà, un homme politique, techniquement. C'est comme si là, nous, Macron, demain, il meurt, il y a une église, ça devient un saint, quoi. On va prier Macron. Ça paraît un peu invraisemblable de notre point de vue. Eh bien là, non. Et puis, c'était pas il y a 10 000 ans. Hein. 1889, c'est à 150 ans. Enfin, c'est pas énorme. Hein. Déjà, nous, à cette période-là, le fait de voir un président comme un dieu, c'était... Enfin, je pense que vraiment, il y avait très très peu de personnes à voir ça comme ça. Et donc là, à partir de cette période-là, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, il y a toute une vague de colonialisme qui s'installe au Japon. En fait, ils s'ouvrent au monde, hein, les Japonais, voilà, avec la fin de l'ère Edo, la fin de l'isolationnisme du Japon. Le truc, c'est qu'ils se disent, ah bah, tiens, nous, on va faire comme les Européens, on va faire comme le monde moderne évolué, entre guillemets. Nous aussi, on va rejoindre le combat de la colonisation. Voilà, c'est la mode de coloniser les pays autour de chez soi. Ben, nous aussi, on va s'étendre. Donc, l'empereur, en fait, à cette période-là, il est vraiment utilisé, comme j'ai dit plus tôt, et il est même vu comme le chef des 8 coins du monde. Littéralement, là je lis, la réunion des 8 coins du monde sous un seul toit. Voilà, donc ça, ce rôle de l'empereur, donc Showa, en 1937, hein, voilà, donc durant l'ère Showa, juste un petit peu après, donc 1937, cette phrase-là, elle est instrumentalisée du coup pour justifier l'expansionnisme et la militarisation auprès du peuple japonais. Voilà. Donc le fait que tout le bordel là, voilà, ça passe, en fait c'est parce qu'on utilise l'empereur auprès du peuple. Petit point aussi à part, hein, voilà, on parle pas de ça là, mais genre sur l'armée, le fait que les soldats japonais soient vraiment ultra féroces, qu'ils soient vraiment ultra fidèles à leur pays et à leur chef d'État, en fait c'est parce que leur chef d'État, vous l'avez compris, n'est pas vu par les Japonais comme un simple chef d'État comme nous on le verrait. C'est pas un roi, c'est pas un président, c'est pas un dictateur, c'est Dieu pour eux. Donc la fidélité est immense, quoi. C'est là, on peut voir du coup ce qui a fait que les Japonais étaient connus comme des soldats féroces, prêts jusqu'à se suicider. Bon, même si les kamikazes n'étaient pas forcément tous consentants pour partir, mais il y a tout un truc, tout un culte de l'empereur. Voilà, donc j'espère avoir bien vulgarisé tout ce qui est rôle de l'empereur, l'empire, le Japon, tout ça, une petite partie sur la guerre. Forcément, c'est pas très précis. J'ai pas donné 50 000 infos, il y a vraiment beaucoup plus, c'est beaucoup plus complexe, mais pour ceux qui vraiment ne connaissent rien de cette période-là et ignorent plein de choses, là c'est une porte ouverte à la recherche et bah, vous êtes plus cultivés quoi maintenant. Et là, il y a une bascule encore, du coup, avec la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que l'empire japonais perd et devient donc une monarchie constitutionnelle. Et il y a toujours un empereur. Donc là, on va voir ce point. Donc pendant l'occupation du Japon, de 1945 à 1952, donc le Japon a été occupé par les Alliés. Voilà, ça les gens l'oublient souvent, mais il a perdu ce pays-là, le Japon. Il a été occupé également, en partie très majoritaire par les forces américaines, donc les forces armées. Et le Japon a été obligé de rédiger une constitution, donc en 1946, qui dit ceci. Je ne vais citer que les extraits de textes qui ont un lien avec le rôle de l'empereur au Japon. Donc le rôle aujourd'hui de l'empereur, donc en 1946, c'est que c'est un symbole de l'État et de l'unité du peuple japonais. Pour toutes ses actions d'État, il lui faut l'autorisation du cabinet. Il n'est pas compétent en matière de gouvernement.
il a le pouvoir d'accréditer le ou la première ministre et le chef de la Cour suprême. Il peut agir en chef d'État s'il a l'approbation du cabinet. Aussi, en même temps, l'empereur doit renoncer à ses pouvoirs divins. Donc à ses pouvoirs. Il doit renoncer à ça. Mais par contre, ça c'est un truc que souvent les gens ne savent pas, et moi je ne savais pas du tout. Moi je pensais juste que l'empereur, voilà, il avait perdu son statut divin. Voilà, c'est tout. Donc c'est plus Dieu, machin. Mais en fait, il ne renonce pas, officiellement, il renonce pas, à son origine divine. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Il n'a plus de pouvoir divin, mais il est toujours descendant de Dieu. Il est toujours descendant d'Amaterasu et des deux dieux créateurs du monde terrestre, ok? Donc c'est toujours un dieu dans ses veines, quoi. Il a toujours du sang divin. Donc pour le peuple japonais, bon oui, leur chef d'État n'a plus le pouvoir divin, c'est toujours un dieu, tu vois? Donc là, il y a une sorte de lapsus, enfin, il y a un problème, une contradiction. Il n'a plus de pouvoir divin, mais en fait, c'est un peu pour faire plaisir, on a l'impression. Bon, bah, les États-Unis m'ont demandé, ok, voilà, j'ai plus de pouvoir divin. Il n'a plus de pouvoir divin, il a perdu ses pouvoirs officiellement, mais officiellement, il est toujours héritier, descendant de Dieu. Donc, quel est voilà, quel est l'effet que ça a sur les gens? Est-ce que les gens vraiment ne voient plus l'empereur comme une figure divine? Ça, ce serait vraiment très intéressant d'aller interroger aujourd'hui, du coup, les Japonais. Comment voient-ils l'empereur? Je pense que certains le voient comme, du coup, simplement un chef d'État, voilà, des gens, on va dire, qui ont une réflexion différente par rapport au passé. Mais je pense qu'encore beaucoup de gens, euh, pour eux, c'est un peu comme avant, ne font pas la différence, quoi. D'autant plus qu'aujourd'hui, il a toujours le rôle de chef religieux. Donc pour quelqu'un qui est Shinto, qui est croyant, là, il y a un gars qui est descendant d'un Materasu, donc de ta religion. Comment tu te positionnes? Il y a vraiment un problème de placement énorme, je trouve. Après ça, c'est ma réflexion, mais comme j'ai dit depuis le début, je trouve qu'il y a un problème de placement. Comment un Japonais doit-il ou peut-il se placer vis-à-vis de son chef d'État? Et donc là, on en vient à la fin de la vidéo. C'est vraiment aujourd'hui, là, maintenant, dans le présent. Donc, il y a des trucs que j'ai vraiment envie de soulever, de partager avec vous. Ça, c'est pareil, c'est pas forcément des recherches que j'ai effectuées. C'est juste que je me pose la question de, là, aujourd'hui, la première ministre, donc, bah, c'est une femme. Ok? Mais comme je l'ai dit plus tôt, en 1889, l'accès au pouvoir des femmes a été interdit. En 2001, il y a eu il y a eu la fille d'un empereur qui était sur le devant de la scène, parce que voilà, est-ce que les femmes peuvent revenir au pouvoir ou pas, machin. En fait, en 2007, ça a été tranché, non, c'est mort. Voilà, donc même dans le monde moderne, la question a été retravaillée, revisitée, et non. Voilà, il y a 10-15 ans, on a conclu que non, c'est mort. Mais là, donc, il y a une sorte de problème encore, hein. Les femmes n'ont pas le droit de monter sur le trône, entre guillemets, mais là, elles se retrouvent première ministre. Une femme qui est première ministre. Donc, elles n'ont pas accès au pouvoir, mais pourtant, là, il y a une femme, entre guillemets, au pouvoir. Voilà. Donc, comment elle est vue, en fait, au Japon, cette femme-là? Comment elle est vue par l'empereur? Comment elle est vue par les membres du gouvernement, les gens qui font de la politique là-bas? Quelle est vraiment sa place aux yeux des gens, en fait? Parce que sa place, bon, c'est une première ministre, ok, mais comment les gens la perçoivent? Je pense que là, ce que je viens de dire, ça porte vraiment à réflexion. On interdit aux femmes le pouvoir, mais on en met une première ministre. Et je veux aussi partager autre chose, c'est que là, par contre, c'est vraiment une information officielle, hein, voilà, c'est concret, réel. Déjà, il y a beaucoup de Japonais qui aimeraient que le pouvoir revienne vraiment essentiellement à l'empereur comme avant, parce que là, en fait, aujourd'hui, les Japonais ne savent vraiment pas du tout qui dirige leur pays. Beaucoup de Japonais ne savent pas si l'empereur, c'est le chef d'État, ou si il peut être chef d'État. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que, en fait, là, c'est pas comme en Angleterre où il y a la reine qui est vraiment en retrait aujourd'hui par rapport à avant.
par exemple en France, où le président, c'est vraiment le chef d'État pur, là, au Japon, en fait, il y a 2 chefs d'État. Il y a le cabinet de ministres, cabinet ministériel, avec la première ministre, là, et l'empereur. L'empereur, avec l'autorisation donc du cabinet de ministres, peut prendre des décisions en tant que chef d'État. Donc il peut quand même agir en tant que chef d'État. Il peut prendre des décisions pour son pays, et pareil, enrôler le rôle de chef d'État, s'il a l'approbation du Conseil. Mais, donc, là, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est qu'il y a un problème, en fait, il est chef d'État ou il n'est pas chef d'État? T'as l'impression que, en fait, c'est un chef d'État qui est bridé, mais on veut pas nous le présenter comme tel. Donc, qui dirige vraiment le pays? Donc, les Japonais ne savent pas qui dirige vraiment leur pays. C'est une vraie question aujourd'hui, hein, dans le pays, c'est réel. Les Japonais ne savent pas comment se positionner. Et donc, beaucoup aimeraient que voilà, ce soit beaucoup plus clair. Et que l'empereur, voilà, si tu dis oui à l'empereur pour diriger, bon, bah laisse-le diriger. Pourquoi des fois oui, des fois non, voilà. Et c'est pareil. Là, par exemple, quand la première ministre va discuter avec l'empereur ou se rencontrer, là, il y a un problème. Pareil, de positionnement. En fait, la première ministre reste une japonaise lambda, qui peut, par exemple, être Shinto. Elle va voir l'empereur, elle va voir, si elle est Shinto, voilà, quelqu'un de divin. Comment débattre avec quelqu'un qui est, selon soi, supérieur, qui a raison, qui est intimidant, qui est... Enfin, là, il y a un vrai souci. Donc, est-ce que vraiment le cabinet refuserait à l'empereur de prendre une décision? Est-ce que vraiment il contesterait ses choix? Est-ce que vraiment ils sont d'égal à égal? Est-ce que l'empereur est à égalité avec le cabinet? Comment ça se passe vraiment, les discussions, les prises de décision? Ça, c'est vraiment une question que j'aimerais que vous posiez, hein. Là, c'est ouf. Il y a d'un côté quelqu'un de divin et d'un côté des simples humains. Comment peuvent-ils être égaux dans leurs choix, leurs décisions? Donc voilà, le sujet, il est super vague, super flou. Volontairement, je vous pose les questions, parce que de toute façon, il n'y a pas de réponse, hein. Ou même s'il y en a, bon, à vous de vraiment vous faire votre avis, ça reste de la politique en soi, c'est à vous de voir. Mais quand même, le fait de se dire que l'empereur, il n'a pas perdu tous ses pouvoirs, en fait, c'est juste qu'il est bridé, il doit avoir l'autorisation d'un conseil de ministres, entre guillemets, d'un cabinet de ministres, mais si le cabinet de ministres dit oui à tout, en fait, l'empereur dirige. Mais comme l'empereur est vu comme un dieu, est-ce que le cabinet de ministres va vraiment dire « Bah non, non, monsieur, c'est mort, vous faites pas ça ». Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé donc de vulgariser le truc. Il y a peut-être des erreurs du coup, parce que j'ai essayé de faire entre guillemets, des raccourcis, pour pas que la vidéo soit trop longue. L'objectif, c'était surtout de vous questionner, vous, sur l'empereur aujourd'hui, son rôle, raconter un petit peu le passé de tout ça. Mais l'objectif, c'est que vraiment, vous vous posiez des questions et que vous alliez rechercher des trucs et que, voilà, là, lancer un débat presque avec vous. Bref, bisous les gars et puis bonne journée.